Il y a un homme debout dans le rayon 14 d'une quincaillerie, à 9h30, un mardi soir. Au-dessus de lui, les néons bourdonnent. Il tient une scie japonaise à traction, manche en palissandre, et la fait lentement tourner sous la lumière comme on examinerait une pierre précieuse. Il a déjà 3 scies japonaises. Il le sait, sa femme aussi. Celle qu'il a en main coûte $140 et il n'a aucun projet qui l'exige, aucun plan, aucun dessin punaisé au panneau au-dessus de son établi. Son pouce glisse sur les dents, en sent la voyage une à une, et quelque chose se desserre dans sa poitrine. Il la pose dans le chariot, à côté d'un jeu de ciseaux à bois dont il n'a pas besoin, et d'un rabot de paume qu'il déballera, réglera une fois, puis rangera sur une étagère près de 4 autres. Il ne fait pas ses courses. Il fait tout autre chose. Ce n'est pas un achat impulsif. Pas exactement. Sous le ticket de caisse, il se joue quelque chose de plus ancien et de bien plus intéressant psychologiquement. Le chariot n'est pas rempli d'outils. Il est rempli de quelque chose que cet homme ne peut acheter nulle part ailleurs, et si vous comprenez ce que c'est, tout ce comportement cesse d'avoir l'air irrationnel et ressemble à l'un des mécanismes d'adaptation les plus sophistiqués que le cerveau humain ait jamais mis au point. Les psychologues qui étudient les conduites d'acquisition ont identifié un phénomène qu'ils appellent le syndrome d'acquisition de matériel, connu dans les communautés du bois sous le simple nom de TAD, trouble d'acquisition d'outils. Le nom sonne comme une blague, et les communautés qui l'ont forgé le traitent comme tel. Mais le mécanisme de fond, lui, n'a rien de drôle. Chaque outil acheté représente du potentiel compressé. Pas ce qu'une personne fait, mais ce qu'elle pourrait faire. La scie japonaise n'est pas une scie. C'est un futur assemblage, un futur meuble, un futur après-midi, où le vacarme dans sa tête sera remplacé par le son de l'acier dans le cèdre. Le pic de dopamine ne vient pas du fait de posséder l'outil. Il vient du moment de possibilité qu'il incarne. Les neuroscientifiques ont cartographié cette réponse. Le circuit de la récompense s'active le plus fort, non pas à l'achèvement, mais dans l'anticipation. L'outil dans le chariot, c'est de l'anticipation pure, mise en bouteille et mise en prix. Il y a un deuxième niveau. La docteure Kelly Lambert, à l'université de Richmond, a identifié ce qu'elle appelle le circuit de récompense déclenché par l'effort, une voie neuronale qui relie directement le mouvement physique des mains à la production de sérotonine et de dopamine. Cette voie est ancienne. Elle est antérieure au langage, à la pensée abstraite, à l'ambition de carrière. Quand les mains s'engagent avec un objet réel, la chimie du cerveau change. Tenir la scie dans la quincaillerie active la même architecture neuronale que s'en servir. Son poids, la texture du manche, la résistance des dents contre la pulpe du pouce. Le cerveau ne distingue pas complètement le fait de tenir un outil du fait de travailler avec. L'homme du rayon 14 ne flâne pas. Son système nerveux est déjà en train de construire. Il y a un troisième mécanisme qu'il faut nommer. Le sentiment d'efficacité personnelle, terme psychologique pour désigner la sensation concrète que vos actions produisent de vrais résultats. Dans le travail abstrait, le lien entre effort et résultat se dilue sur des semaines, des mois, des trimestres fiscaux. Un homme passe 8 heures à répondre à des mails sans pouvoir montrer un seul objet qui existe grâce à son travail. L'outil sur l'étagère, c'est l'inverse. C'est une preuve tangible de pouvoir d'agir. Même inutilisé, il dit « je pourrais ». L'étagère d'outils n'est pas un cimetière d'argent perdu. C'est une bibliothèque de « je pourrais » classée par catégorie. Ce schéma plonge ses racines bien plus loin qu'une simple virée en magasin. Après la Seconde Guerre mondiale, des millions d'hommes sont revenus de front, où leurs mains construisirent des ponts, réparèrent des moteurs, montèrent des hôpitaux de campagne à partir de bois brut. Ils sont rentrés et ont bâti les banlieues. Ils ont câblé des maisons, coulé des fondations. Le lien entre la main et le résultat était direct, visible, porteur. Leurs fils ont regardé. Leurs petits-fils ont hérité de l'élan, pas du contexte. Le petit-fils travaille dans l'analyse de données. Il gère une équipe qui gère un processus qui produit un rapport trimestriel. Ses mains touchent un clavier 9 heures par jour et ne produisent rien qu'il puisse tenir. La quincaillerie est le dernier endroit où l'équation ancestrale tient encore. Effort fourni, objet obtenu. L'outil en est la preuve. Le garage lui-même pèse lourd dans cette histoire. La recherche universitaire sur l'espace domestique relève un constat constant dans les foyers de banlieue. Le garage est le dernier territoire souverain. Le salon se négocie, la cuisine se partage. La chambre, c'est le compromis. Le garage est à lui. Non à cause d'un accord explicite, mais parce que la culture l'a codé ainsi il y a des décennies et que personne n'a rouvert la discussion. Les outils accrochés au mur ne sont pas de la déco. Ce sont des marqueurs de territoire. Chaque ajout dit « cet espace est vivant, cet espace est à moi, cet espace n'est pas terminé ». Un homme qui cesse d'acheter des outils est un homme dont le garage s'est tu. Et un garage silencieux est un signal d'alarme psychologique que personne, dans la maison, n'a les mots pour nommer. Il y a, sous chaque achat d'outils qui ne débouche jamais sur un projet,
un autre mécanisme. Les psychologues l'appellent l'effet Zeigarnik. La tendance de l'esprit à s'accrocher plus fort aux tâches inachevées qu'à celles qu'il a bouclées. Une boucle ouverte reste en mémoire. Elle relance, elle bourdonne au fond comme une machine oubliée dans la pièce d'à côté. Chaque outil acheté sans projet est une boucle ouverte. Il crée un fil psychique qui relie le soi présent à un futur moment d'action. Les fraises de défonceuse dans le tiroir ne sont pas oubliées. Le cerveau s'en souvient, sans relâche, et lit leur inutilisation non comme un échec, mais comme une suite en cours. Cet homme n'entasse pas des outils. Il met des futurs en réserve. Et si ce mur d'outils lui donne cette sensation précise, ce calme qui retombe dans la poitrine quand il le regarde, ce n'est pas parce que la collection est complète. C'est parce que chaque outil est un fil, et qu'ensemble ces fils tissent une toile d'affaires inachevée qui maintient son esprit relié à une version de lui-même qui construit encore, qui prévoit encore, qui continue de se projeter vers l'avant. À Boise, dans l'Idaho, il y a un ancien électricien à la retraite, Ray. Il a 68 ans. Dans son garage, il y a 2 servantes à outils, un panneau mural à tasseau qui porte 43 outils à main, et un bloc de tiroir rempli de fraises de défonceuse qu'il n'a jamais ouvertes. Sa femme, Linda, appelle le garage « le musée ». Elle le dit avec un demi-sourire, pas méchant, mais pas tout à fait patient non plus. Ray a pris sa retraite il y a 4 ans. La première année s'est bien passée. La deuxième, quelque chose a tourné. Les projets se sont raréfiés. Les voisins ont cessé d'appeler pour demander un coup de main. Ces mains, qui avaient câblé des bâtiments commerciaux pendant 40 ans, se sont arrêtées. Il s'était mis à aller à la quincaillerie le jeudi après-midi, sans liste, juste pour arpenter les rayons. Il rentrait avec une scie à raser, un nouveau jeu d'équerre combiné, un gabarit à queue d'aronde vu dans une vidéo YouTube. Linda a remarqué les relevés de cartes et lui a demandé un jour, doucement, ce qu'il fabriquait. Ray a répondu qu'il gardait ses options ouvertes. Il n'arrivait pas à être plus précis, et cette incapacité l'agaçait au point de lui crisper la mâchoire. Ce que faisait Ray, sans pouvoir le nommer, c'était acheter de la continuité. Chaque outil promettait à son propre système nerveux que l'avenir contenait encore du travail, que ses mains servaient toujours à quelque chose, que la retraite n'avait pas effacé la part de lui qui bâtissait. Les fraises qu'il n'ouvrait jamais n'étaient pas du gâchis, c'était un contrat avec 2 mains. Et chaque jeudi après-midi, quand il accrochait un nouvel outil sur le panneau puis reculait pour regarder le mur, quelque chose changeait dans sa respiration. Pas exactement du bonheur, quelque chose de plus discret. La confirmation que l'homme qui avait câblé des immeubles vivait encore quelque part dans celui qui, maintenant, n'avait plus nulle part où aller le matin. Un jeudi soir, Linda a trouvé Ray dans le garage, une nouvelle équerre combinée encore emballée dans les mains. Il ne l'ouvrait pas. Il la tenait contre sa poitrine comme on tient une lettre qu'on n'est pas encore prêt à lire. Elle est restée dans l'encadrement de la porte sans rien dire. Au bout d'une minute, Ray l'a regardée et a dit « J'aime juste savoir qu'elle est là ». Linda a hoché la tête, puis elle est rentrée. Ce mois-là, elle n'a pas reparlé du relevé de cartes. Dans sa voix, quelque chose avait touché un endroit qu'elle reconnaissait sans pouvoir le nommer. Le même endroit où sa voix allait quand il parlait des chantiers qu'il avait câblés, des bâtiments encore debout, parce que ses mains avaient bien fait le travail. Cette équerre combinée n'était pas un outil, c'était un talisman. Et Linda, sans avoir le vocabulaire psychologique pour dire ce qu'elle voyait, a compris que la lui enlever coûterait plus que 140 $. Ce que la plupart des gens voient devant une étagère d'outils jamais utilisés, c'est du gâchis, de l'irresponsabilité financière, un loisir passé du côté de la compulsion. En réalité, c'est une négociation neurologique entre un cerveau façonné pour résoudre des problèmes physiques et une vie moderne qui a presque supprimé toutes les occasions de le faire. Le circuit de récompense lié à l'effort se moque des résultats trimestriels ou des évaluations annuelles. Ce qu'il veut, c'est des mains sur une matière, une résistance rencontrée puis vaincue, des objets qui existent parce qu'un effort a été fourni. L'outil inutilisé n'est pas la preuve d'un mauvais jugement. C'est la preuve qu'un cerveau cherche encore l'entrée pour laquelle il a été conçu. Chaque scie suspendue à un mur est une question que le système nerveux continue de poser. Chaque ciseau dans un tiroir est une réponse qui attend le bon après-midi. Le TAD n'est pas un trouble. C'est le cerveau qui refuse d'admettre que les mains n'ont plus rien à faire. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une quincaillerie, un objet inutile à la main, à le tourner sous la lumière, à sentir son poids se poser dans votre paume, avec dans la poitrine quelque chose d'inexplicable pour la personne à côté de vous, alors ce n'était pas l'outil. Ça n'a jamais été l'outil. C'était le futur qu'il contenait, la version de vous-même qui construit encore, qui répare encore, qui façonne une matière brute en quelque chose qui n'existait pas avant. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi vous continuez d'acheter. La vraie question, c'est ce qui arrive à quelqu'un,
quand il arrête, quand le dernier outil est accroché et qu'aucun nouveau ne vient prendre sa place, et que le garage devient silencieux un jeudi après-midi sans plus rien à rapporter à la maison.